Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans ce 55e épisode de Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Et aujourd'hui je ne parlerai pas seul car j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau les bros Kevin et Robin de chez Tsukimi. Tsukimi qui, si tu ne le sais pas encore, est la librairie que tu te dois de connaître si jamais tu es de Lyon ou des environs. Je te mettrai bien évidemment leurs coordonnées en description, mais aussi sur la publication Insta qui sera dédiée à cet épisode. Et d'ailleurs, cette fois, on a été assez soft et on n'a choisi qu'un seul sujet. Souvent on est à débat d'ailleurs, d'où la volonté de discuter un petit peu dessus, qui est à savoir, qu'est-ce qu'un classique ? Bien sûr dans le domaine du manga, même si je te spoil un petit peu, mais on élargira un petit peu sur d'autres domaines. Voilà, maintenant que cette petite présentation est faite, je te laisse découvrir cet épisode. Salut. Bon, et bien aujourd'hui on va commencer directement dans le vif du sujet en parlant du coup d'un manga classique. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, je suis ravi de vous réaccueillir du coup sur ce podcast. Merci de nous réinviter. Ouais, merci beaucoup. Oui, puisqu'en fait, que je vous représente quand même, mais du coup, aujourd'hui, j'accueille de nouveau tout court, Kevin et Robin de la boutique Tsukimi à Lyon. Salut. Salut. Ouais, ça fait plaisir pour le coup que tu nous réinvites, ça fait presque un an là. Ça a fait un an, ouais, ça a dépassé. J'ai eu l'anniversaire il n'y a pas longtemps qui est ouais. pop comme ça. Ah ça a fait un an, Voilà. Et écoute, peut-être un podcast tous les ans, qui sait. Ouais, écoute, c'est toujours sympa. L'enregistrement du dernier était tellement long. Ouais, c'est pour ça en fait il a fait pour... Il a fallu un Au an final. Un an pour s'en remettre, Ouais. de finir à 2h du matin après 5 heures d'enregistrement. Ah là Pas de problème. J'ai encore des cauchemars de l'état dans lequel on était à la fin, de cerveau complètement vide et embouilli. Alors du coup, pour commencer donc sur le manga classique, tout simplement je suis allé chercher une petite définition du dictionnaire. Donc, j'en ai plusieurs. Donc la première ce serait plutôt du coup pour les arts classiques, donc dans l'art plutôt. Un classique ce serait du coup une œuvre dont le temps a consacré la qualité et l'autorité. C'est un petit peu c'est un petit peu obscur quand même, mais c'est moins le don de mettre les termes un petit peu. Ouais. Mais sinon j'ai une autre, la définition du Robert directement. Donc là ce qui est par rapport plutôt à un écrivain ou un texte. Donc une œuvre classique ce serait une œuvre qui fait autorité, donc encore une fois on retrouve le mot d'autorité, et qui est digne d'être imitée aussi. Quelque chose qui pose des bases, quoi. Donc voilà, c'est dans le temps et qui fait des enfants plus ou moins. Ouais, dans l'idée, ouais, c'est ça. En général, quand t'es... Ouais, on va dire que c'est un petit peu comme comme les TN, tu vois, vu que c'est un classique. Il y a plein de gens qui le copient parce que c'est devenu un classique, justement, et que les gens ont envie d'en avoir. Ouais. Ou alors les Stan Smith qui ont été reprises 1 million de fois. 1001 fois, ouais, complètement. Par tout plein de marques différentes. Oui, d'ailleurs, aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'un classique, mais un classique à proprement parler, en tout cas, et pas plutôt de quelque chose de classique qui est du coup pas tout à fait pareil. Mais voilà, c'est histoire de poser un petit peu les termes. Donc on a vu un petit peu pour suivant les définitions, on a du coup un classique, ce serait une œuvre qui traverse le temps. C'est une œuvre, du coup, est-ce qu'on pourrait dire que ceci est une œuvre qui est plus ou moins universelle, qui touche les gens peut-être? Ouais. Oui. Je pense que du coup là on commence par la notion de temps. Je pense que c'est assez primordial pour que quelque chose soit défini comme classique, il lui faut du temps, il faut un peu de temps. Enfin, je pense que c'est difficile d'affirmer que quelque chose est classique alors qu'il vient de sortir, je pense. Il lui faut un peu le temps de justement que le public le découvre et que tout le monde un peu atteste et affirme que voilà, on est clairement sur un classique, quoi. Ouais, qu'il y a un certain panel de gens qui sont passés dessus et qui sont tous dit en vrai en fait moi mon petit-fils il l'a lu, c'était classique, moi je l'ai lu, c'est classique. Ouais. Un truc un peu comme ça, quoi. Je pense que ce serait par exemple un Kagurabashi qui était méga attendu, même si imaginons il poserait de nouvelles bases, ce serait difficile d'affirmer que ce serait un classique tout de suite, quoi. Dans 10 ans sûrement. Et par contre dans 10 ans ou ça dépend en fait des domaines. Il y a des domaines, je pense qu'il faut plus de temps que d'autres pour que ça soit défini comme classique. Je pense que le manga en France c'est assez récent quand même, toujours, donc 10 ans on peut déjà considérer que, j'imagine, sur une œuvre terminée, en tout cas My Hero Academia, si ça continue de cartonner pendant 10 ans, je pense que dans 10 ans on pourra commencer à le considérer comme classique déjà. Ouais. En vrai. Ok, ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord. Enfin,
On verra un peu tout à l'heure, puisque du coup j'ai noté quelques trucs au niveau des séries, en fait, au niveau des certains domaines. J'ai aussi noté au niveau des mangas, en fait, qu'est-ce qui est, pour moi, ce sont des classiques, et aussi j'ai noté des contre-exemples, des trucs sur lesquels je me pose des questions, justement. C'est vrai que My Hero Academia, est-ce que ça va devenir un classique ? Je sais pas trop. Est-ce que actuellement c'est un classique ou c'est un truc un petit peu... c'est une base solide, en tout cas, quand même, My Hero Academia. Après, oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu récent encore, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de temps quand même qui est, je pense, aussi importante. Par exemple, c'est important, ouais. Bon, c'est toujours en cours, c'est pas terminé, mais je sais que moi je me souviens il y a 20 ans quand on était au collège, Dick Grayman ça cartonnait pas mal. Ouais. Dick Grayman ça avait la bonne trajectoire d'un classique, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est pas trop le cas finalement. Ouais, donc finalement aujourd'hui, déjà ça sort c'est pas terminé. Très lentement, etc. Mais bon, ça s'est un peu oublié avec le temps, etc. Donc, tu disais c'est pas terminé. Après, le fait que ça ne soit pas terminé change pas le fait que ça peut être un classique. Parce que par exemple, One Piece est déjà un classique. Oui, Berserk, Vagabond, tellement de choses qui sont pas terminées et qui pour le coup peuvent déjà être qualifiées de classiques avant même de l'enfant. Pas le cas. Non, je pense pas. Je le calerai pas non plus dans les. Même si il avait quand même une belle trajectoire à l'époque, quoi. C'était quand même les gros shonen de l'époque. Ouais, en fait, on pourrait presque le mettre. Et du coup, si on essaie de creuser un peu, pourquoi Dick Grayman serait pas un classique ? Est-ce que c'est parce que du coup il se vend mais pas trop ? Est-ce que en fait il y a peu de gens qui se disent. C'est difficile de dire qu'un classique c'est sur les ventes, mais à la fois c'est difficile de dire que les ventes ont un impact, à la fois c'est difficile de dire qu'elles n'en ont pas, parce qu'un œuvre n'a pas forcément besoin de se vendre pour que ce soit un classique, mais d'un autre côté, si elle se vend ça montre une certaine popularité quand même, que exactement. tout le monde l'ait au moins testé et que tout le monde ait un avis dessus, quoi. Je pense qu'il faut quand même une certaine popularité pour pouvoir être qualifié de classique. Ou alors, en tout cas, même une popularité, en tout cas, dans le public du manga. Enfin, chez les consommateurs de manga. Pas forcément une popularité mondiale, on va dire, de toute personne, même ceux qui ne lisent pas de manga, mais en tout cas que dans le milieu du manga, cette œuvre soit au moins connue, ou alors, même si peu de gens l'ont lu, beaucoup de gens en ont entendu parler, du coup. Ouais, il faut que ce soit peut-être aussi reconnu, parce que du coup, si, imaginons, une œuvre n'est pas forcément vendue de ouf, est-ce qu'il faut par exemple que ce soit reconnu par ses pairs, par les autres auteurs de manga qui disent putain ça en vrai c'est vraiment incroyable, point, et que si imaginons je sais pas t'as 50 auteurs de manga qui disent vraiment ça c'est trop bien, c'est que ils y connaissent peut-être aussi un petit peu mieux que nous, j'imagine. Moi je dirais que oui, je dirais que oui, parce que si une œuvre au final du coup se lit pas tant, n'est pas très connue, mais que tous les plus gros auteurs vont citer cette œuvre comme inspiration. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, quoi. Quelque part, même si ça vient toucher une niche que chez les auteurs et que le public n'est pas forcément très réceptif. Oui, mais bon, si tous les auteurs s'inspirent de ça, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que tu disais dans ta définition qu'il peut être imité. Ouais. Et en fait, c'est ça, du coup, quoi, qui pose des bases solides sur lesquelles travailler plus tard, ensuite. Enfin, plein d'auteurs vont pouvoir reprendre ces bases, quoi. Donc oui, la popularité... C'est peut-être un argument, mais pas un argument principal, quoi. C'est un argument en secondaire, en 2.0, quoi. Il vient pas dans le top argument, mais ça viendrait plutôt dans l'argument de... Ça rajoute une petite couche en plus, quoi. Ouais. Donc... Non, mais c'est bien, au moins, ça avance un petit peu. En tout cas, ça donne des pistes. Parce que là, du coup, j'avais noté aussi, est-ce qu'il est intemporel ? Est-ce que, du coup... oui, réception par les critiques et les pairs, donc ça, on en a aussi parlé, même si je l'ai pas dit. Donc c'est cool qu'on soit arrivé sur ce chemin. Au final, de façon détournée. Est-ce que du coup un manga classique, est-ce que ça peut être aussi qui est devenu classique par rapport à je sais pas son innovation, par exemple son graphisme ou sa mise en scène. Par exemple, le Dragon Ball, c'est un classique parce que déjà c'est Dragon Ball et que l'histoire est incroyable et que on peut même pas citer le nombre de gens que ça a touché et qui s'en sont inspirés de près ou de loin. Mais ça a aussi révolutionné aussi tout ce qui est mise en scène, puisque du coup Toriyama c'était avant d'être un super, enfin c'est même pas vraiment un super conteur d'histoire, mais c'est un mec qui sait surtout qui a poussé le bouchon très haut du coup sur la mise en scène, puisque sa mise en scène est juste incroyable et il a inventé la mise en scène cinématographique avant que les gens en aient pris conscience.
Est-ce que du coup on pourrait je sais pas, est-ce que vous en avez d'autres en tête comme ça, des gens qui ont vraiment impacté du coup les mangas de nos jours un petit peu par leur graphisme? Alors moi j'en ai peut-être un autre en tête, mais je sais pas si vous avez d'autres idées. Que ce soit son graphisme ou sa thématique, par exemple des thématiques qui avant n'étaient pas vraiment vues et que maintenant bon, c'est quelque chose qui est un petit peu de plus en plus récurrent. Ouais, ou sinon en termes de graphisme j'ai noté... Dans le shonen, à part Toriyama, dans un contexte un peu plus récent, il y a Murata quand même, qui a inspiré, je pense, beaucoup de dessins, que ce soit dans le manga ou même dans d'autres, type manhwa, tout ça. Je trouve qu'il y a quand même une patte Murata assez anguleux dans les visages et tout, c'était peut-être fait par quelqu'un avant Murata, mais c'est vrai que c'est lui qui a vraiment arrivé avec notamment Echille 21 et qui a fait halluciner absolument tout le monde avec ses dessins et sa mise en scène aussi. Donc je pense que ça joue évidemment sur... et il y en a d'autres, ouais. Murata, je pense. Ouais, Murata en effet, ouais, en tout cas il sera une référence pour... il l'est déjà et il sera une référence pour énormément de futurs auteurs. Donc là par rapport au graphisme, plus par exemple dans le style, je pense à une œuvre qui est loin d'être terminée mais qui cartonne, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Donc Les Carnets de l'apothicaire a un succès monumental et aujourd'hui on le voit, ça fait un an à peu près, un an ou deux, le nombre de mangas qui sortent genre Les Carnets de l'apothicaire il y en a énormément. Enfin, il a mis une nouvelle ils ont créé un petit peu un nouveau thème un peu là-dessus. Ouais, cette thématique un peu d'enquête à la cour, avec une héroïne souvent féminine. En fait, j'ai l'impression qu'il a amené une sorte de style, de genre un peu, plus dans le style d'histoire, même s'il n'invente rien au final. Hein. Mais la popularité, du coup, fait que beaucoup de gens vont s'en inspirer. Est-ce que pour les bonnes raisons, je ne sais pas, mais... Oui, il a créé une nouvelle niche d'histoire un petit peu, et les gens ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui étaient intéressés et de lectrices. Après, est-ce que c'est vraiment de l'inspiration de l'auteur, ou est-ce que c'est plutôt les éditeurs qui voient que ça cartonne et qui font des commandes? Parce que ça marche pour tous les domaines. Valkyrie, Apocalypse, ça fait des enfants dans tous les sens. Solo Leveling, on en a vu combien des pareils, tu vois. Donc, est-ce que vraiment les gens sont impactés par l'œuvre au point d'être inspirés pour leurs propres œuvres, ou est-ce que c'est les éditeurs qui voient le carton que ça fait et qui va appeler les auteurs en disant j'aurais besoin d'un récit pareil. T'as un peu pareil aussi avec les isekai. Isekai, Slime, du coup... moi quand je me réincarne en slime, tous les trucs de slime qu'on a vu derrière, les isekai de réincarnation, inverse et maintenant, on fait à toutes les sauces pour voir jusqu'où on peut... Et du coup, tu vois, par exemple, est-ce que... C'est peut-être Sword Art Online? Ouais, c'est parce que j'étais en train de chercher le nom, mais parce que je réfléchissais un peu qui amène un peu toute cette sûrement Sword Art cette folie isekai, mais c'est sûrement Sword Art Online, je pense. C'est le seul que j'ai lu d'ailleurs dans cette thématique un petit peu. Après, il y a quand même ça. Alors c'est peut-être après, chronologiquement je sais pas, entre l'arc Green Island et qui était un petit peu quand même dans... Oui, c'est vrai que c'est un jeu dans le jeu. Ouais, donc... après coup, oui, clairement, ça peut être aussi une piste des gens qui ont mis un peu ça. Même, je me rappelle... En fait, le délire de changement de monde comme ça, c'est pas nouveau. Après, c'est vraiment la réincarnation comme ça qui a ramené ce truc. Mais je me rappelle d'un truc qui s'appelle Drifters, je crois, où ils passent des portes aussi pour aller dans différents univers. Et ça date aussi. Donc ça existait un peu déjà. Je pense que Sword Art a vraiment fait le truc. Bon bah maintenant, on va faire un manga dans ce monde parallèle là, et ça se passera uniquement là-dedans. Et c'est ce qui met le mot isekai dessus, je pense en fait. Mais ça se faisait déjà plus ou moins. Après, je sais pas qui pose les bases du il faut que le personnage principal meure souvent d'un accident de la route et se réincarne dans un autre monde. Voilà, c'est histoire de donner une bonne excuse en 3 cases. Pouf, il s'est fait shooter par un camion, puis en fait l'histoire elle commence comme ça quoi. Je sais pas qui est l'histoire d'Agine, qui est à l'origine de ce point de départ que tout le monde a se repris derrière. C'est une bonne question. Mais déjà, oui, je suis en train de dire, mais dans Agine, il se passe ça en fait. Au début, le héros il se prend un camion, puis après en fait il se rend compte qu'il meurt pas. Qu'il meurt pas. En vrai, c'est un. C'est plutôt ça, lui, c'est l'anti-isekai. C'est l'anti-isekai, clairement. Il fait son délire dans la vie. Alors, je sais pas.
au moment où il arrive, à quel point les isekai sont... Ouais, j'ai plus trop les dates en mais tête. du coup, c'est hyper intéressant vieux, quand même, du coup. C'est vieux, Est-ce que ce départ... Mais je pense pas. Je pense que c'est... Enfin, la vibe isekai est arrivée peut-être un peu en même temps, je dirais. Mais est-ce que du coup c'est un peu un clin d'œil de tu pensais commencer un isekai, bah pas du tout en fait, il est pas mort et on va enchaîner avec une vraie histoire. Oui, c'est vrai que suivant la temporalité ça pourrait être un joli pied de nez, genre en fait non, nous on va pas faire un isekai, on va faire un truc dans la vraie vie. Ça commence de la même manière. Il y a un gars qui veut faire des jeux, enfin qui prend des jeux pour la réalité aussi, parce que du coup mince je me rappelle plus son nom, méchant là. Sato, ouais, du coup il se prend dans un jeu vidéo. Ouais. C'est peut-être vraiment, en fait, on est en train de... c'est à creuser, mais... On est en train de voir la thématique cachée de Hajin. Peut-être qu'Hajin est un peu peut-être un doigt d'honneur aux isekai, je sais pas. Mais il y a une analyse à faire là-dessus. Moi, j'avais noté aussi, j'avais en tête tout à l'heure Full Metal Alchemist, du coup, avec surtout son dessin, le dessin d'autrice qui est un dessin vachement rond, je trouve. Ouais. Et c'est un dessin qu'on retrouve... Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont passés un peu par son école ou qui ont soit été ses assistants de près ou de loin ou qui l'ont vraiment étudié, puisque du coup, elle a vraiment un dessin simple, efficace, mais péchu quand même. Et par exemple, quand on regarde Kindergarten Wars, pareil, des dessins bien ronds comme ça, tu te dis, mais toi, t'es obligé d'avoir lu Full Metal Alchemist un jour ou l'autre, ou tu t'en es intéressé à un moment donné, quoi. Ouais. Même dans la manière de faire des visages un peu particuliers, même dans Spy, même dans Spy Family. Dans Spy Family aussi, ça marche bien. Ça marche bien, je trouve aussi, tu s'en inspires un peu. Slam Dunk faisait ça, Inoue il faisait déjà ça. Ouais, bien sûr, mais Ouais, comme tu disais, il y a un petit côté peut-être rond dans les visages qui peuvent faire penser, quoi. Mais en tout cas, oui, Full Metal Alchemist, c'est sûr et certain. Alors déjà, c'est incontesté qu'aujourd'hui c'est un classique. Il y a eu suffisamment de temps qui est passé, je pense. Ça l'était déjà, je pense, il y a 10 ans même. On peut aussi voir ça en termes de... Moi j'ai noté en termes de réédition, puisque du coup, comment jauger la popularité d'un manga. Donc j'avais noté par la communauté, donc c'est vraiment le bouche à oreille, c'est vraiment le fait que tout le monde soit d'accord, tous les tops qu'on peut voir sur internet. Type Jojo par exemple. Voilà, par exemple. Mais j'avais aussi noté les rééditions qui peuvent être aussi une piste de savoir si est-ce qu'un manga est classique ou pas. Est-ce que le fait d'avoir plein de rééditions, est-ce que c'est un signe ou pas forcément, ou c'est juste histoire de faire de l'argent en plus sur une licence qui marche bien. Ça c'est toujours, mais faire de l'argent c'est bien. Clairement. Comme c'est un peu lié d'une certaine manière à la popularité du truc, s'il y a des rééditions c'est que c'est populaire. C'est au moins populaire, ouais. Au moins. Donc disons que est-ce que tous les classiques ont été réédités? Est-ce que tous les classiques... En ce moment, on a des gros classiques qui sont réédités, genre tous les gros classiques, toutes les grosses œuvres de Tezuka qui ont jamais passé la frontière, aujourd'hui le sont de plus en plus parce que les éditeurs voient que du coup il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par des vieux mangas comme ça d'auteurs iconiques. Mais après, du coup, est-ce que tu as d'autres... j'étais en train de chercher en même temps, est-ce qu'il y a d'autres exemples un petit peu de mangas qui n'étaient pas forcément des gros classiques mais qui ont été réédités? Ouais, des rééditions, aujourd'hui il y en a tellement que... Aujourd'hui il y en a beaucoup. Qu'il y a des rééditions de mangas qui sont pas forcément classiques, quoi. Après, encore une fois, c'est difficile aussi de dire ce qu'il est... Enfin, on n'est pas les arbitres de l'œuvre classique. Par exemple, là ils sont en train de rééditer Clamp. Là ils sont en train de rééditer les Clamp. Clamp, il y a pas mal d'œuvres de Clamp. Par exemple, ils font tout Clamp. Est-ce que Tokyo Babylon est un classique à la hauteur de Crossolik? Je sais pas, tu vois. Donc, et pourtant tout est réédité. Et ils rééditent. Il y a tellement de choses qui sont rééditées tout le temps que je pense que il y en a qu'on peut considérer comme pas des classiques. Ouais. Non, je pense qu'il y en a certains, non. Ouais, c'est pas faux. Et si jamais, si on essaie d'extrapoler un peu tout ça vers d'autres domaines. Donc j'en ai noté 3 histoire de pas partir trop loin. J'ai noté en musique, qui est le domaine où je pense où j'ai plus galéré en fait à trouver des classiques, parce que je trouve qu'en musique, là où c'est le plus compliqué, c'est que là vraiment ça va être... Bon, de toute façon une affaire de classique ou pas, c'est plus en fonction des goûts de chacun et des affinités. Mais je trouve qu'en musique c'est encore plus subjectif. Subjectif ? Ouais. Je me trompe toujours entre objectif et subjectif. Mais je trouve qu'en musique c'est encore plus en fonction des goûts de chacun, parce que du coup tu vas dire moi si je te demande qu'est-ce que c'est un classique pour toi par exemple, Robin, est-ce que t'as moi je te balance la patate chaude comme ça, est-ce que t'as une idée par exemple un album ou
pour moi, c'est un peu la définition est la même en Ouais. fait. Hein. Est-ce que ça vieillit? Est-ce que 5 ans après tu relis et tu te dis bon bah ça en 2015 ça passait, aujourd'hui je peux plus l'entendre, les sonorités. Ouais. Je vais prendre pour exemple, je trouve dans ce que moi j'ai pu écouter par exemple au collège, que j'aimais beaucoup à l'époque, Section d'Assaut. Ouais. Aujourd'hui t'écoutes Section d'Assaut, ça a bien vieilli quand même. Bon, on peut considérer que c'est un peu des classiques quand même sur certains. Il y a certains morceaux, ouais, je pense que c'est. Mais ça a quand même, voilà, c'est pas là où par exemple Temps Mort qui sort bien avant, hein, qui sort 15 ans avant. Tu t'écoutes des sons de Temps Mort aujourd'hui, ça pourrait sortir aujourd'hui quoi. Donc déjà l'épreuve du temps, est-ce que et puis c'est toujours pareil, l'influence qu'il a dans le mouvement en fait, dans le mouvement, peu importe la musique, hein, peu importe le mouvement en vérité, mais l'influence qu'il va avoir, les générations qui suivent en fait, les nouveaux artistes qui arrivent, est-ce que tu sens l'influence des artistes qui les ont précédés quoi. Donc je pense que la définition est un peu la même, le temps et l'influence. Ouais. Après c'est encore Pareil, plus subjectif dans la la musique, est-ce que dans la musique on parlerait Voilà. pas plus, en fait c'est plus, ce que serait pas plus les artistes en fait qui deviennent des classiques, qui ont fait évoluer les choses plutôt que les musiques, parce que Ah, du parce coup que là, les tu vois, musiques elles sont derrière l'artiste. En musique on fait beaucoup plus de titres. Ouais, Pour faire évoluer les choses, je sais pas. Les démons de minuit, tu vois, d'une certaine manière c'est un classique. Après, est-ce Ouais. qu'ils ont fait d'autres choses, tu vois? Oui bon c'est pas faux. Ouais. Je pense Ouais. qu'ils ont fait d'autres choses, mais est-ce que c'est connu pour autre chose? Il y a des gens qui font des trucs, il y a qu'un son qui est connu, qui a pété à ce point-là. Et après, t'as des artistes, enfin, tu vois, Bob Marley par exemple, bon bah. Bob Marley, je pense que Ouais, tu as la mais liste après- de morceaux classiques de Bob Marley, elle est. Mais elle est après, longue. le Bob T'avais- Marley, il fait partie t'as de des ces albums, gars même, qui ont ouais. transcendé qui sont hors catégorie, tu vois. C'est des Jordan, c'est des Zidane, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est des. Ouais, C'est un oui, classique, quoi, Ça ouais. rentre dans, bien sûr, mais- ça rentre, mais ça rentre dans voilà, le cas de monument même. Ouais, voilà, oui, c'est ça. c'est encore plus que. Ouais. Voilà, donc bon, oui, effectivement, lui, aujourd'hui, c'est comme les Beatles, tu vois, leur discographie est un classique. Quoi. Bah du coup là je le note un peu pour plus tard, mais du coup sur Bob Marley en fait on a plus un peu la notion de patrimoine au final. Ouais. Bob Marley c'est du patrimoine, les Beatles c'est du patrimoine. On se demande pas est-ce que telle ou telle chanson ça a fait évoluer, c'est eux ils ont fait évoluer le truc, ils ont marqué leur génération. Ouais. J'ai des groupes comme ça, est-ce que j'ai deux... Enfin il peut y en avoir plein qui ont marqué leur génération, après je les sais pas forcément tous, mais est-ce que Linkin Park par exemple sont devenus un classique, est-ce qu'ils ont marqué leur génération? Ils ont fait des sons classiques. Après. Est-ce qu'ils ont une influence hors norme? Ça, je Bah, sais du pas, coup, parce que je connais pas mais trop le franchement, domaine. je pense, nous, on n'est pas trop dans ce domaine. Oui, mais je pense que. Enfin, Bob Marley, il y a des morceaux qu'on pourra pas forcément qualifier de classiques. Parce que beaucoup plus intime, je pense, ou Oui. peut-être beaucoup moins connu ou quoi que ce soit. Là où, par contre, un No Man No Cry, ça rentre dedans directement. Donc, même Enfin, si on se focus sur l'œuvre et pas sur celui qui l'a faite, il y a des gens en effet qui en ont fait énormément, mais qui n'ont pas non plus. Enfin, tu peux pas faire tout en mode classique, quoi. Oui, donc là, on peut aussi transposer ça un petit peu dans le manga, où du coup, t'as quand même des gens qui, sur plusieurs œuvres, genre Inoue, le mec fait 3 œuvres, 4, Ouais. et il casse le game tout le temps. Ouais. Mais est-ce que l'auteur Real lui-même est un classique, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que Real est un classique, tu vois je sais pas. Ah. Là où bonne Vagabond question. et Slam Dunk, il n'y a pas de question. Est-ce que Real a eu, on va dire, France, en tout cas. en France, ouais, et au Japon, j'en sais rien non plus, mais l'impact d'un classique auprès des autres auteurs de manga, auprès du public, auprès de... Bon, c'est pas terminé, donc il faudra C'est lui pas laisser encore terminé le temps. encore, ouais. Mais Par exemple, sinon, là, du coup, j'ai pris aussi un autre thème pour cinéma. Peut-être au cinéma, on sera peut-être un peu plus d'accord. Par exemple, là, je vais faire un petit tour comme ça, un petit tour de table. Par exemple, est-ce que Batman Begins est un classique ou pas? non. Non. Le suivant, oui, par contre. Ouais. The Dark Knight, oui. The Dark Knight plutôt, ouais. Dark Knight, ouais. Dark Knight c'est une réinvention du film de super-héros pur et dur. Il est considéré par... je crois qu'il y a eu un classement fait par un gros panel de réalisateurs des top 100 des films. Et c'est le premier... il est dans le top 100 des films meilleurs films de tous les temps. Mais Non, de la décennie. Et il est... 10, genre, ou
Peut-être pas 10, mais... Ouais, dans le top 100, mais pas dans les derniers. Quoi. Ouais, voilà. Pas dans les derniers. En Mais tout cas, bien c'est dans le l'eau du premier panier. qui arrive en film de super-héros. Ouais. Donc, ouais. Par exemple, pas Billy, ça. Kill Bill, Classique. classique, classique. pas classique. Méga classique. Bon, j'allais dire en même temps, il y a eu beaucoup de films de chez Tarantino, Tarantino il y en a pas qui... mal. Ouais. il a bien enchaîné Tarantino. Tout Ouais, n'est pas il y en classique a chez pas mal. Tarantino, mais on pourrait bien en citer beaucoup. 3-4 facile. Facile. Bon, j'ai mis Matrix, mais bon, Matrix, je pense qu'il n'y a Classique. aucun débat. Ouais. Classique. Matrix, c'est Surtout le classique. Surtout le 4. Et puis, pareil, Matrix, faut voir tout ce que ça amène derrière, en vrai. Toutes les portes que ça ouvre. C'est... Bah, en termes de technologie, c'est déjà incroyable. Ah ouais, en ouais. termes d'histoire, bon, l'histoire en elle-même a marqué, Ouais. a juste marqué, en fait. Ouais, Ah bah, c'est un peu Elle a le marqué le Akira du truc. cinéma, tu vois, je trouve. C'est celui qui vient Le Lost tout de la révolutionner en mode « Ah, on peut faire ça. D'accord. Mhm. Ah, aujourd'hui, on a la capacité de faire ça. D'accord. » Ce qui a vraiment tout chamboulé, quoi. Vraiment... Donc ouais, méga classique. Méga classique. Je m'étais noté aussi Astérix et Obélix, pas Mission Cléopâtre, mais c'était Contre César, qui était le tout premier avec Depardieu, par exemple. Bah, je dirais que non, parce que. Mais après, c'est pareil, c'est subjectif, nous, on l'a pas pris, quoi. Ouais, Est-ce que. Bah, on l'a pas pris, mais est-ce qu'il est souvent Est-ce cité? que c'est un classique? Non, Tu vois. Ouais, je suis pas sûr non Non. plus. Hein, Je pense parce que Non. un classique, on est censé le citer. Ouais, je pense que du coup c'est plus Mission Cléopâtre qui... Mission Cléopâtre, Oui, il a Mission énormément Cléopâtre, cité. fait le- cité, il qui a a tout servi cassé. je pense, il a servi de référence en termes d'humour, en termes de plein de choses à beaucoup d'auteurs. Là où j'ai jamais entendu personne me dire. Mais du coup, est-ce que la petite thématique autre, parce qu'on en vient un petit peu avec Mission Cléopâtre, mais du coup, est-ce qu'un classique ça peut pas desservir non plus? Parce que là, on a bien le bon exemple, c'est que du coup, depuis Mission Cléopâtre, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, tous les autres Astérix Obélix ont essayé de faire du Mission Cléopâtre. Ouais. Donc est-ce que Ouais, mais alors, un classique des fois force au début c'est bien, tu le vois une fois c'est bien, mais au bout d'un moment les thématiques, tu vois par exemple maintenant faire du dessin à la Dragon Ball et une mise en scène à la Dragon Ball c'est un classique quoi. Enfin c'est devenu un peu trop même genre maintenant si quelqu'un ne le fait pas c'est devenu bon bah c'est un peu naze et maintenant tu as l'habitude, c'est plus un truc qui devient inédit, un petit peu. Ouais, alors après, bah, en fait, ça l'est pas force. C'est pas quelque chose de mal en soi que ça engendre des enfants derrière et que des gens aient envie de faire, de s'inspirer ou des fois de s'inspirer vraiment très fortement d'une œuvre. La problématique, c'est plus la qualité des œuvres qui en découlent, quoi. Parce que il y a des auteurs qui ont des visions exceptionnelles, un talent exceptionnel dans le dessin, dans la manière de raconter son histoire, de la mise en scène, dans tout ça. Et toi, derrière, tu peux essayer de reprendre les idées, mais si t'as pas ce talent-là, ça donnera rien. Est-ce que la faute est au classique ou est-ce que la faute est aux réals qui veulent faire du Mission Cléopâtre, là, en l'occurrence? Ouais. Qui manquent d'inspiration et qui n'ont pas qui trop disent, ça pas a trop marché d'idées là, parce que on a du coup fait réinventer ça, le truc. ça. Ouais. Il n'y a pas de recette en fait. Si tu suis une recette, je pense que ça marche difficilement finalement. Mais dans tous les cas, c'est jamais un mal en soi, au contraire, parce que ça vient amener autre part un art qui potentiellement peut stagner à des moments. Le manga, c'est un bon exemple, parce que le manga, tu vois le shonen Neketsu, Dragon Ball amène sa patte et son style, et du coup derrière en découle un nombre d'enfants hallucinant. 40 ans de Neketsu, Et, sans cesse. Ouais, et 40 ans de que Shonen du Jump coup après. d'autres styles arrivent, d'autres manières de le faire, qui vont inspirer plein d'autres gens derrière, c'est super, parce que ça permet de faire évoluer aussi les arts, quoi. Donc dans tous les cas, je trouve que c'est une très Et bonne puis des chose fois- que des classiques existent. Des fois, tu as des codes qui vont être suivis, des codes qui ont été posés par exemple un classique. Mais il y a des trucs, je trouve que Fujimoto, il a suivi certains codes, mais il amène un truc authentique, un truc frais, un truc nouveau qui amène le mouvement encore une fois quelque part, quoi. Ouais, des fois Et après Fujimoto, lui, ouais. ensuite, a fait encore des enfants, quoi. Donc, une fois que les codes sont bien posés, après on attend aussi les gens qui vont les prendre à comment tu l'envers et vas essayer de jouer faire avec? Est-ce que tu vas suivre Exactement. bêtement les codes? Est-ce que tu vas jouer avec? Est-ce que tu vas faire complètement différemment?
C'est là où c'est intéressant, quoi. Si tu as été suffisamment bon et malin pour arriver justement à t'inspirer d'un classique et en faire ta propre œuvre vraiment différente, bah, tu as toutes tes chances pour toi-même apporter autre chose et devenir classique toi-même. Mais s'il n'y a pas d'authenticité dans le truc, s'il y a pas, si tu suis une recette, c'est rarement un classique. Je sais même pas si c'est déjà arrivé au final. Quelque chose qui serait un manga qui serait très dérivé, par exemple. Voilà. Et qui deviendrait un classique aussi par la suite. Moi, tu vois, par exemple, si je te dis une bêtise, si Dragon Ball, au final, il a suivi les codes d'un truc qui est sorti qui n'est pas du manga, mais qui est sorti il y a 65 ans que personne ne connaît, bah, peut-être que lui, il a suivi des codes et ça, c'est devenu un classique. Mais globalement, c'est rare. Parce que si tu suis une recette... C'est plus rare que... Prenons un exemple. Tu vois, Naruto. Naruto, on peut être d'accord que c'est un classique. Ouais, complètement, ouais. Je pense que ça va. Je pense que là, Naruto, il débarque avec des codes de base quand même pas mal empruntés à Dragon Ball. Enfin, il suit la vague Neketsu. Complètement. Et puis il a vraiment il arrive en même temps que One Piece. Là, c'était vraiment la période où il y en a. Naruto, il arrive avec un petit costume orange. Tu te dis bon. Mais qu'est-ce qui fait que du coup lui est. Du coup, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui fait que lui du coup devient. Qu'est-ce qui fait que ça c'est. La fraîcheur, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui change d'un Dragon Ball de base et qu'on ne se dit pas c'est un énième Dragon Ball et qu'aujourd'hui il a son propre parcours, sa propre vie et sa propre destination en tant que classique, quoi. Je pense que t'as l'histoire aussi, surtout t'as le talent de l'auteur qui est incroyable évidemment pour raconter des choses. T'as tous les personnages aussi qu'il a pu développer, qui sont devenus qu'il a réussi à mettre tellement humains, tellement attachants que les gens ont suivi le truc. Et puis il a aussi un scénario assez incroyable, quoi, parce que quand tu penses arriver à un moment, en fait, bah non, parce que ça c'était juste la petite pierre, et en fait derrière il y a un rocher qui est derrière tout ça. Au début on te présente tous les villages et tout, puis après on te montre qu'il y a quand même une partie sombre en fait derrière tout ça. Au début on se dit tiens, mais en fait Sasuke il est parti en cacahuète parce que il s'est fait entourlouper par Orochimaru, mais au final tu te dis en vrai, il y a quand même des sacrés bails sombres qu'on veut pas te montrer au début, mais qu'au final, Itachi, tu dis, en vrai. C'est vrai, quand on y réfléchit. Il y a des sacrés bails sombres derrière tout ça et que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Et je pense que c'est là aussi où c'est devenu une œuvre incroyable. C'est que, en fait, dans Naruto, il n'y a rien qui est noir, il n'y a rien qui est blanc quasiment, il y a tout qui est rempli de nuances. Mais dans Dragon Ball aussi, quoique dans Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un peu moins nuancé. C'est moins nuancé, ouais. T'as des gros méchants qui veulent tout détruire et... Freezer, il a pas trop de bon en lui. Ouais. C'est quand même beaucoup du mauvais. Donc il l'a fait un peu ensuite, quand même. Boo Boo notamment. Boo, c'est un méchant qui est gentil quand même. Ouais. Tu voulais dire quelque chose Oui, tout à l'heure on t'a coupé sur Naruto. Non, je disais, je réfléchissais, mais en vrai, c'est quand même à part. Hein. C'est pas un Dragon Ball, même dans le... Tu vois, dans l'histoire, dans le démarrage de l'histoire, j'ai pas l'impression. Non, mais c'est pas la même chose qu'un Dragon Ball. Mais ça reprend les codes quand même du héros orphelin qui est un peu forte tête, tu vois, pas débile, mais entre guillemets, tu vois, qui mange beaucoup, qui. Ouais, c'est vrai. On reprend les codes qui va se faire des amis. C'est plus dans ce qu'il y a autour derrière il a tout changé en fait dans le décor. Après, il a amené lui-même ses propres trucs, et notamment qui ont des pouvoirs, de trucs. Après, il a amené lui-même son lore en fait, avec les ninjas. C'est peut-être un peu moins. C'est peut-être plus palpable qu'un Dragon Ball qui se passe dans l'espace. En Dragon Ball, au final, t'as de l'histoire, mais pas tant. Mais après, alors que dans Naruto, t'as vraiment tout l'énorme lore en fait qui est. T'as tout l'énorme lore en fait qui est derrière tout ça. Déjà, t'as tous les villages, il y en a plein. Je sais plus combien il y en a, 7, 8, 9, 10, je me rappelle même plus. T'as tous les ninjas qui ont tous un peu leur histoire. T'as aussi tout ce qui est côté légende, avec les Sannin, tout ça. T'as un côté. T'as aussi la postérité, on te parle des grands-pères, de machin, on te parle de ce qu'il y avait avant. Dans Dragon Ball, c'est pas trop ce qui s'est passé avant. Si, à un moment, on sait qu'il y a un Bardock, cool, c'était le père de Goku, mais on en parle 3 pages. Vegeta, ils s'en tapent comme de l'an 3000 de son daron. En fait, ils vivent vraiment le moment présent, mais après, tu sais que sur Terre, il y a des villes, cool. Tu sais qu'à un moment, il y a une petite île avec un bonhomme avec une carapace de tortue, tu sais qu'il y a un sanctuaire avec un dieu.
Mais après, au-delà de ça, le lore de Dragon Ball est pas si énorme que ça au final. Ouais. Par rapport à Naruto où là ils en ont mis. Pas énorme, il est moins carré, on va dire. Il est moins précis. Le Naruto, vraiment, tu as une map, tu peux. Oui, tu sais où tu vas, sur tu la sais où map, c'est fait. tu vois vraiment les politiques de chaque pays, les trucs, comment est organisé chaque village. Là où, en effet, Dragon Ball, c'est peut-être un peu plus le foutoir, quoi. T'as une galaxie, il y a des planètes. Oui, dans Dragon Ball, on n'est pas là, on est là pour voir des gens se battre et puis voir est-ce qu'ils vont. Enfin, on est là pour savoir un petit peu ce qui va se raconter entre eux, ce qui va se passer, mais t'es là pour l'histoire des personnages, t'es pas trop là pour l'histoire du lore. Ouais. Donc, est-ce que c'est le lore que Naruto a ramené pour. C'est toute la dynastie, ouais. C'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que. Il va apprendre des codes, il va prendre un truc qui a été posé par, là en l'occurrence, un Dragon Ball ou un Jojo, ou surtout Dragon Ball en l'occurrence. Mais il a une authenticité indéniable dans sa manière d'aborder son sujet, quoi, son histoire. Et même dans sa manière au final de montrer ses combats. De découper ses combats, ça ne ressemble pas du tout à du Dragon Ball. Ou dans son dessin, il a son truc quand même, quoi. Oui, puis il a cette manière aussi de ramener une touche émotive en fait à chaque fois. Tu vois, à chaque fois, toi, c'est pas juste un qui c'est qui sera le plus fort. Toi, c'est vraiment ça va être deux idéologies qui vont s'affronter. Quand Naruto il se bat contre Gaara, c'est vraiment deux trucs bien distincts. Oui. Naruto aurait pu devenir Gaara, Gaara aurait pu devenir Naruto, mais il y a eu deux chemins qui sont présentés à eux. Quand t'as Rock Lee et Neji qui se combattent ensemble, c'est deux trucs vraiment opposés. T'as le surdoué et t'as celui qui trime. H24, c'est même contre Nagato, Pain contre Naruto aussi, c'est pareil, c'est vraiment. Mais c'est toujours ça. Pain aurait pu devenir. Au final, c'est toujours ça. Après, il s'est bien repris. Ouais. En fait, il a posé un truc, il a dit putain, ça marche bien. Je vais bien le reprendre. Après, il a bien mixé, il a bien pris de l'expérience sur son concept. Voilà. Donc après, c'est parti un peu plus en cacahuète, mais je pense que c'est un petit peu tout ça qui fait que Naruto, c'est vraiment un truc à part. C'est un classique maintenant, je pense, ouais. Après, un autre, est-ce que vous avez des exemples d'autres classiques, par exemple, pour vous si on veut sortir un petit peu des grands noms, par exemple, Dragon Ball, Saint Seiya. Ce que j'allais dire, c'est ce qu'on allait dire tout à l'heure. Je pense qu'il y a un des plus grands classiques du manga moderne, le daron des mangas modernes, comme dans le seinen, enfin un peu SF, un peu des histoires comme ça. Je pense que c'est Akira, le vrai papa, tu vois, qui a donné à cette fiction c'est la possibilité de faire du cinéma dans un bouquin, quoi, dans un manga, tu vois. Ouais. Et puis même pareil, son style graphique, on le retrouve. Ses transitions. On le retrouve beaucoup après, quoi. On peut dire ça ressemble beaucoup à du Otomo quand même. C'est dans le seinen en tout cas. Par exemple, j'ai noté des trucs. Tout à l'heure on parlait du coup Fujimoto. Auteur classique ou pas forcément chez vous? En tout cas en bonne voie. Ouais, je pense. Il a. Alors. En fait, mais du coup, son classique, c'est Chainsaw Man. Ce serait plus Chainsaw Man que Fire Punch, ouais. Enfin, un peu, je pense que peu de gens le citeraient Fire Punch en classique, là où Chainsaw a toutes ses chances. A toutes ses chances de. Ouais. Bon, ça, c'est plus récent, mais. C'est plus récent, ouais. Ça paraît. Donc, en fait, je pense, il faut lui laisser du temps pour arriver à être définir comme classique. Déjà, par contre, je pense pas qu'il finira classique, je pense pas. Par contre, une chose est sûre et indéniable, par contre, c'est qu'il amène. Une manière de raconter des histoires avec une certaine liberté qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans le manga, quoi. Cette capacité à te retourner un peu une histoire, tu t'attends à aller quelque part et en fait on va pas du tout là et en fait c'est complètement what the fuck, mais c'est ok et c'est même ça qui fait que c'est cool. Ça, c'est un style qu'on a retrouvé derrière dans d'autres œuvres. Je pense que c'est un peu Fujimoto qui ramène ça, quoi. Oui, je pense qu'il y a. Enfin là, est-ce que je cherche en même temps, mais le fait déjà de voir que un auteur comme ça qui propose une histoire dans le genre où tout un peu n'importe quoi peut arriver, donc au final, au début, on t'a raconté ça, puis au final, on part sur un autre délire, une autre thématique. Quand les gens voient que ça peut marcher, ça engage aussi forcément d'autres à tenter leurs histoires. Dan Dadan, par exemple. Oui. Dan Dadan, à chaque fois, tu te dis, en fait, où ça va, où ça part, et puis au final. Il se passe des trucs et tu fais ok c'est stylé et puis même si j'aime pas trop Dan Dadan mais ça reste quand même stylé what the fuck à chaque fois et tu te dis ok ça a marché c'est ok. Ouais.
Bah, Dad, clairement, ça. Bah, de toute façon, en plus, c'est un de ses assistants, je crois. C'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il y a un côté avec Fujimoto qui le rend un petit peu auteur classique. T'as l'impression que tous ceux qui sont passés par son école sont populaires aujourd'hui, quoi. T'as l'impression qu'il a tous ses assistants aujourd'hui. Je crois qu'il y a Hell's Paradise, Spy Family. Ouais. Je sais pas s'il y a pas Dan Dadan, ouais, Wall Strawberry, je crois plus récemment c'est lui aussi. Enfin voilà, que des trucs. Ouais, les gens qui sortent de là-bas. Derrière, ouais, voilà. Il leur inculque, je pense, une manière de travailler, une manière de raconter les histoires qu'ils veulent, que même si ça part un peu dans tous les sens, que c'est possible. Quand tu assumes bien ton truc, tu peux aller loin, quoi. Donc, est-ce que Chainsaw Man est parce que Chainsaw Man reste son plus gros succès, donc est-ce qu'on pourrait le qualifier de classique, peut-être dans quelques temps. Ouais, faut laisser un peu de temps. Ouais. Parce que là, c'est un peu trop court. En même temps, le manga Ouais. n'est pas encore fini, mais après, t'as des mangas qui sont pas encore finis et qui sont des classiques. Berserk, je pense qu'on peut dire que c'est un classique. Clairement. Et c'est pas fini. Bon, là, il y a un peu jurisprudence dessus, mais Vagabond, pareil. Ouais. Je pense qu'on peut difficilement ne pas le mettre en classique, alors que c'est pas terminé. Après, bon, c'est plus des contre-exemples que vraiment la valeur sûre. Hein. Enfin, c'est plus le contre-exemple que la règle plutôt. Le fait qu'un manga soit pas terminé et que devienne un classique. Surtout que des mangas comme. D'autant plus pour des mangas comme Berserk ou Vagabond. Vagabond, on sait pas si ça va reprendre. Et Berserk, l'auteur étant décédé, on peut d'autant plus les qualifier déjà presque de classiques parce qu'on a presque l'œuvre à part entière, même si Berserk va continuer et que Vagabond, un jour peut-être. Il reprendra. Il y a aussi, je voulais parler aussi du coup, on parle de classique, donc de classique. Est-ce qu'une œuvre est classique de manière générale ou est-ce que c'était toujours classique dans un domaine un peu? Parce que par exemple, Captain Tsubasa. Ouais. Captain Tsubasa, c'est un classique du manga c'est un de classique sport. du foot, et du sport. Du manga de foot et du manga de sport, tu vois. Est-ce que. Mais du coup, il y a tellement de catégories et de sous-catégories que tu as l'impression qu'il existe énormément de classiques. Si tu prends une catégorie vraiment particulière, il y a des mangas qui pourraient être classiques de cette catégorie. Classique dans cette niche bien précise. Tu vois, ouais. J'ai un exemple justement d'un auteur. Est-ce que Keigo Shinzo est un classique en fait? Est-ce qu'il fait des trucs qui peuvent devenir un classique ou c'est un auteur qu'on peut dire classique ou trop récent? Je pense que peut-être qu'Ira Yasumi aura l'aura d'un classique. Mais je sais pas si aujourd'hui. Après, c'est toujours pareil. C'est trop récent, peut-être. Ouais, c'est peut-être trop récent, ouais. Quand tu regardes les critiques, que ce soit lecteur, presse ou de ses confrères, Keigo Shinzo il fait l'unanimité. Keigo Shinzo fait l'unanimité, mais là où je prends qui fait de la tranche de vie, là où je prends d'un auteur de manga qui fait de la tranche de vie, là où Asano par exemple, je pense qu'on peut clairement dire que Bon Upon Pun c'est un classique, quoi, tu vois. Ouais, mais parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon Upon Pun il a le succès commercial que Shinzo n'a pas que ça qui fait un classique aussi, tu vois. Non, c'est vrai. Donc est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que le succès des Steam n'est pas suffisant pour en faire un classique, pour être considéré comme un classique? Je sais pas. C'est là où du coup ça me met le doute, tu vois. C'est un peu comme Fujimoto, on peut dire que c'est des bêtes d'auteurs, mais est-ce que c'est des auteurs classiques pour le moment? Ça manque peut-être un peu de recul sur Keigo Shinzo. Il a fait Hirasumi qui pète les scores, mais après le reste, un peu beaucoup moins. En France, encore une fois. En France, ouais. On connaît pas les chiffres, au Japon. C'est en ça où, tu vois, genre Bon Upon Pun, pour reprendre Asano, Bon Upon Pun, on peut en plus d'autant plus le qualifier comme classique parce que du coup il amène un truc vraiment particulier avec le fait de raconter son histoire en dessinant un petit oiseau. Tout est hyper réaliste et il y a ce petit oiseau qui dénote complètement alors qu'en plus ce petit oiseau est juste un petit garçon qu'il n'a juste pas dessiné, quoi. Donc je pense que ça c'est un truc hyper original. Je connais pas, enfin je n'arriverai pas à citer d'autres exemples comme ça d'œuvres. Donc qui le rend unique et en plus de ça il y a eu le succès à la fois critique, à la fois commercial où tout le monde connaît maintenant Bon Upon Pun. Quand tu t'intéresses un minimum au manga, t'en as entendu parler forcément, quoi. Ouais. Là où encore chez Shinzo j'aurais du mal à définir une œuvre comme classique, quoi. Si je conseille du Shinzo, j'irais pas dire c'est clairement un classique du manga. Peut-être Mauvaise Herbe aussi. Hein. Tu parlais d'Irayasumi, mais peut-être que Mauvaise Herbe. Peut-être que Mauvaise Herbe, mais c'est pour ça que du coup je pense qu'il faut quand même un certain succès critique.
Ouais, commercial. Faut quand même cocher quand même plusieurs cases, parce que là, du coup, lui, il est reconnu par ses pairs, certes, mais ces mangas, ça se vend pas comme un, ça se vend pas comme un Sakamoto Days, quoi. Ouais, alors que Sakamoto Days, c'est pas un classique. Je sais pas si ça le deviendra un jour ou l'autre, mais c'est parti pour. Ça manque de beaucoup de ventes, ça manque de temps aussi, peut-être. Est-ce que dans 10 ans on reparlera d'un Hiraseumi ou pas? Est-ce que dans 10 ans ce sera fini? Je sais pas. C'est vrai que c'est pas non plus. On sait pas trop. Mais en plus il y prend les voix parce que là du coup il y a eu l'annonce d'un animé, on en parlait tout à l'heure, d'un animé, d'un drama. Je pense que justement de plus en plus de monde vont découvrir l'œuvre et il faut qu'un minimum de gens soient d'accord pour l'appeler classique quand même. Donc, on est un peu dans une ère œuvre calme et contemplative là. Même dans le shonen, Frieren. Tous les mangas qui cartonnent en ce moment, c'est des mangas où on sort un petit peu du dynamisme qu'on a connu pendant longtemps là. Balancer des grandes doubles pages de paysages incroyables. Et Frieren d'autant plus. Ça se trouve Frieren plus tard sera considéré comme un classique du manga apaisant quoi. Du shonen apaisant, ce qu'on ne connaissait pas non plus des masses quoi. Et tu parlais de Sakamoto Days, je sais pas si Sakamoto Days sera considéré comme un classique, là où je pense que One Punch Man peut déjà l'être quoi. Peut déjà être considéré comme un classique. Parce que il amène vraiment quelque chose avec cette espèce de héros dessiné un peu à l'arrache, faiblard, qui devient méga stylé quand il s'énerve quoi. Et il y a des Sakamoto Days qui suivent derrière, il y a des Mashle qui suivent derrière, qui sont clairement très inspirés de... Oui, surtout qu'après dans One Punch Man, il y a quand même... c'est une énorme critique de tout ce qui a pu se faire avant. C'est une critique des héros, c'est une critique de la société, c'est une critique du shonen classique. En plus de ça, il y a ce côté un peu... C'est une satire plutôt. Ouais. Après, One, il a... Une critique. One, il fait partie de ces auteurs quand même qui, dès qu'il sort un truc, tu sais que ça va être quali en général. Ça a attendu, tu sais qu'il y a un truc. Attention, c'est exceptionnel. Ouais, il a une capacité à raconter. Il a un peu une liberté aussi. Il écrit pas les mêmes histoires que Fujimoto, mais je trouve que tu ressens un peu aussi cette capacité où à t'écrire une histoire, il peut vraiment se passer tout. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment de limite à... d'une page à une autre, aux événements qui peuvent. Donc c'est trop. En fait, je trouve que c'est des auteurs, c'est trop agréable de lire leurs œuvres comme Fujimoto ou One en fait partie. Tu te lasses pas parce qu'en fait, tu sais vraiment pas ce qui va arriver à la page d'après quoi. Tu sens qu'il pourrait autant. Et tu sais que tu vas en prendre plein les yeux dans tous les cas quoi. Ouais. Tu sais que tu vas pas perdre ton temps normalement. Non. Ouais. Ou alors que ça va être très drôle, ou alors que ça va faire avancer l'histoire. Donc dans tous les cas, Et du coup, pour vous, est-ce que c'est important, de lire les classiques, est-ce qu'il faut absolument les lire ou pas? Est-ce que ce sera à peu près le dernier sujet? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut absolument les lire ou pas forcément? Absolument, je suis pas sûr qu'il y ait de règles définies. Après, c'est bien de connaître, de faire ses classes, quoi. C'est bien de connaître l'histoire du truc, parce que les classiques font un peu aussi l'histoire du manga, là en l'occurrence. Mais c'est bien d'en avoir un sous le coude, tu vois. C'est bien d'en avoir à lire encore, je pense. C'est bien de les lire, mais c'est bien d'en avoir à lire aussi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est très... ça dépend des personnes. Je pense que c'est bien de connaître, sans forcément l'avoir lu. C'est bien de savoir d'où ça vient, d'avoir un petit historique pour aussi un peu rendre un peu à César aussi... ce qui appartient à César encore. Donc du coup c'est bien de connaître même sans forcément l'avoir lu, et ça sera toujours un plus de lire un classique parce que du coup tous les mangas qui vont en découler après, tu vas pouvoir capter toutes les références qui vont être faites à ce classique, tu vas pouvoir découvrir l'œuvre vraiment dans sa globalité, là où si t'as pas certains codes du coup peut-être que tu raterais des choses quoi. Donc je pense que c'est cool pour la lecture. Et après, c'est vraiment bien d'en avoir conscience, de connaître les classiques, quoi. Et puis classique, c'est souvent, je pense pas tout le temps, hein, mais c'est souvent quand même synonyme de quali, quoi. Donc si tu lis des classiques, tu lis des trucs. Oui, tu vas pas. Normalement, tu perds pas ton temps sur un classique. Enfin, même si le dessin te plaît pas ou autre chose, en tout cas, si ça a été aussi important et si tout le monde est d'accord là-dessus, normalement, tu devrais. Tu devrais pas perdre ton temps dans un sens ou dans un autre. Exactement. Au pire, tu vas capter des refs et après l'histoire t'a pas intéressé, tant pis. Au pire, le dessin est incroyable et puis après là, c'était pas ouf. Mais normalement, il y a quand même un ensemble de trucs qui font que ça marche bien, quoi. Genre, si tu vas lire du Taniguchi, normalement, t'as pas un navet à la fin du marché, quoi.
Donc, est-ce que lire un classique c'est obligatoire? Je sais pas. Est-ce que lire des trucs vraiment bien c'est obligatoire? C'est mieux. C'est mieux. Donc souvent les classiques c'est vraiment bien. Ouais, Donc pourquoi pas. Ouais, c'est pour ça que t'as pas lu Dragon Ball, mais tu sais que c'est un pionnier et qu'il a amené beaucoup de choses. Bon, bah, c'est cool, voilà, tu le sais. Après, quand tu vas le lire, ben, dans tous les cas, tu vas apprendre plein de choses. Tu vas te dire, ah ok, ça vient de là. Ça a été fait à cette période alors que jamais personne n'avait fait ça. Ah ouais, je trouve ça méga intéressant. Mais après, si tu t'en fous, je dirais pas du tout que c'est obligatoire, quoi. Oui, il y a quand même un certain recul, je pense, aussi à avoir. Genre, est-ce que tu vas débuter ta lecture de manga genre à 15 ans par un classique? Je dirais peut-être pas forcément aller là. Là, on parle du manga, c'est assez récent, surtout en France, encore une fois. Mais le cinéma, tu vas le regarder si tu veux te mettre dans le cinéma. Enfin, si tu veux commencer à regarder des films, est-ce que tu dois regarder tous les Méliès ou des trucs comme ça? Je suis pas sûr. Obligatoire. Je suis pas sûr. Après, non, je suis pas sûr. Non. Ouais, plus rester dans un truc un peu contemporain, on va dire, parce que bon, le très vieux cinéma, si t'as des trucs qui doivent être sympas, j'imagine. d'Arabie, des trucs comme ça. Mais est-ce que t'es vraiment obligé de te le poncer pour savoir ce que c'est le cinéma? Je pense pas. Mais est-ce que, par exemple, regarder Kill Bill, ça peut être cool dans ta vie? Ouais. Pourquoi pas? En fait, je pense que la réponse, elle se fait en fonction de la personne à qui tu parles. Si tu parles à quelqu'un qui n'a qu'une envie, en fait, c'est juste de passer le temps et de voir une histoire qui le divertit vite fait et qui regarde n'importe quel film, en vrai, qu'il sache que ça vienne de là, en fait, il s'en fout parce que lui, il voulait juste voir une petite histoire qui l'a diverti, voilà, il est très content. Si tu es plus dans une démarche, par contre, de comprendre l'œuvre d'où elle vient, de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça, qu'est-ce que l'auteur essaye de t'amener et qu'est-ce qu'il veut dire via son œuvre, là je pense que c'est très important de connaître ses classiques et de regarder ensuite les classiques. Ça va dépendre vraiment de la démarche du consommateur. Plus surtout quand... Ouais, ça dépend de la démarche, puis en plus surtout je trouve que c'est assez intéressant, après on a quand même cette même démarche, mais quand t'as un auteur lui-même qui va dire en fait je m'ai pris exemple ça, ou alors je me suis inspiré de tel auteur, ou je sais pas, je suis son assistant, et là du coup en fait oui tu remontes et là tu fais oui clairement il y a quelque chose quand tu vois Gai Kekuta, tu sais que je crois que c'est une femme c'est une autrice qui me semble, je sais plus. Oui, c'est possible. Il me semble que c'est une autrice. Je crois que c'est l'assistant. Et que c'était l'assistant de la. L'assistance de Fire Force là. Ouais. Dont j'ai oublié le nom. Okubo, je crois, c'est ça. Ouais. Et là, tu sais que tu vois le lien d'affilié, pouf, nickel quoi. 5% de remise en avant quoi. tu sais d'où viennent les personnes. Moi je trouve que c'est assez intéressant. Même d'avoir des petits trèfles, des fois, c'est pas. Par exemple, t'as Végéto en fait dans Dragon Ball qui fait quand il combat en fait. Il balance des aura. Les aura, c'est de Jojo Bizarre Adventure. Ouais. Si t'as pas la ref, tu l'as pas, mais si tu l'as, tu dis ah oui, effectivement. Moi, il le fait en japonais, en français, ils mettent pas tout ça. Mais je trouve ça toujours marrant. Ouais, c'est. En fait, comme tu dis, on a un peu la même démarche. Nous, c'est sûr qu'on a ce côté où. Je consomme une œuvre, j'aime beaucoup voir ce que l'auteur a essayé de me dire, ce que l'auteur a essayé de me cacher, l'auteur d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il va faire ensuite. Je trouve ça hyper intéressant de ramener une œuvre qui est pas palpable, qui est palpable, mais je veux dire qui est pas humaine, à l'humain derrière aussi, quoi. Ça sort d'un cerveau, ça sort d'un gars qui s'est déchiré pour te proposer quelque chose. Je trouve ça hyper intéressant d'aller creuser tout ce qu'il y a derrière l'œuvre. C'est aussi pour ça que on a une librairie manga et c'est aussi pour ça qu'on consomme des films, des livres, tout ça quoi. Donc en tant que nous, je dirais que oui, c'est très important de lire les classiques. Et après surtout que nous on a quand même aujourd'hui c'est un peu le métier, tu vois, donc au-delà du plaisir, c'est quand même important, notamment pour soi-disant quelqu'un qui doit conseiller, qui doit pouvoir aiguiller les gens. C'est quand même bien d'avoir pour un libraire lu ses classiques un petit peu. Ouais. Il y a du travail pour certains. Puis surtout en plus c'est quand même des mangas en général que les gens n'ont pas forcément eu le temps ou pris le temps de le lire. Il suffit que toi t'arrives et tu leur balances le pitch, ils vont dire ouais tiens ça a l'air intéressant et bim, petit classique. Voilà. Après, ça fait toujours plaisir et puis après il y en a qui sont plus difficiles à... Puis c'est toujours intéressant. Lire un classique, je trouve que c'est toujours intéressant, peu importe que tu aies aimé ou pas, de connaître une œuvre en se disant ah donc c'était ça. Ok, là, c'était donc ça la fameuse œuvre dont on me parle depuis longtemps parce que c'est un classique.
c'est toujours intéressant. Et on pourra dire, tiens, c'était surcoté, au final, parlait, peut-être pas du tout. Tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps, là, j'ai lu l'année dernière Gantz, que j'avais jamais lu. Ouais. Grand classique de la SF, Seinen, SF. Bah voilà, moi j'ai vu d'où venait, que c'était un classique, pourquoi, sa façon de raconter ses histoires et tout. Bon, j'avais déjà lu du même auteur Lastiro. Voilà, après le Gantz c'est pas trop mon truc, moi je trouve que c'est vachement chargé en fanservice, etc. Mais au moins voilà, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi aujourd'hui dans la SF on peut voir telle ou telle chose, notamment des inspirations ou des trucs, c'est important. Ouais. Et c'est cool. Moi, c'est cool Gantz, aussi, ouais. c'est quand même 36 volumes, 18 gros volumes là, 18 volumes doubles. Ça m'a, c'est pas, j'ai beaucoup, ça s'est lu très vite. Hein. De toute façon, c'est très graphique. J'ai oublié le nom de l'auteur. C'est très graphique. Ça se lit tout seul, c'est des livres d'images. Mais ça s'est lu bien vite. Après, voilà, tu juges intérieurement si c'est sûr. Ouais, que ça au moins après, que ça au moins t'as ton propre avis là-dessus. Ouais, exactement. Et tu peux te dire, tiens, en fait, la prochaine fois qu'on m'en parle, je pourrais dire, c'était pas cool, et puis c'était peut-être cool, mais c'est ça. Bon, au moins j'ai appris des trucs. J'ai vécu une aventure, une expérience. Peut-être que ça t'a donné, ça t'a déclenché, ça t'a délivré des clés de réflexion pour d'autres mangas, où tu t'es dit, bah tiens, en fait, ça venait de là, tout simplement. Complètement. Donc, ouais. Complètement. Et bah, je pense qu'on a fait un sacré bon petit tour sur qu'est-ce qui était classique, qu'est-ce qui était pas classique. Ouais. Au final, je pense je sais pas si on a fait le tour de la question, parce qu'au final, on pourrait en discuter pendant 1000 ans. On pourrait en discuter pendant des heures. Ouais. On peut faire le truc très rapide ou très long, genre en fait, qu'est-ce qu'un classique, bah c'est ça ou c'est pas ça. Ouais. Ou alors citer une liste de choses considérées classiques, et nous, comme on est les experts et que c'est nous qui décidons ce qui est ou non un classique, on aurait pu dire ça, classique, ça, non, surcoté, sous-coté. Ouais, on pourrait carrément faire une émission entière sur ça. Ça, est-ce que c'est un classique? Oui, non, pourquoi? On pourrait le faire sur presque sur énormément d'œuvres. Mettre un patch comme ça, classique. Estampillé classique par Kimi ou pas. Ouais. Mais du coup, avant ça, j'ai quand même prévu un dernier petit truc. Hep, c'est Jérémy du montage qui te parle. Alors avant de te laisser te délecter de cette dernière partie, un petit peu d'auto-promo. Si jamais cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note sur ton application de podcast ou un commentaire ou un like si jamais tu m'écoutes sur YouTube. Promis, ça ne te prend que quelques secondes à faire, mais je t'assure que pour moi, ça change absolument tout, car en quelque sorte, c'est une validation de mon travail et forcément, ça fait plaisir. Tu trouveras d'ailleurs tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à aller checker les différents réseaux. Bon allez, je t'embête pas plus avec ça, et place au quiz maintenant. Parce qu'en fait, c'était une feinte tout à l'heure. J'ai quand même prévu un petit jeu, un petit jeu rapide. Du coup, sur un classique pour vous, que j'imagine, qui est Slam Dunk. Okay. Et je sais que vous êtes très chaud, donc j'ai prévu un petit quiz assez sympa. Ah purée, je les ai lus il y a longtemps. Moi aussi. Du coup, on va faire... ça va être le plus rapide qui répond, hein, puis ce sera peut-être un peu plus simple. Faut qu'on lève la main ou on y va comme ça à la volée. Ouais. Et je marquerai les points, tout ça. Au début, je donne pas la réponse. Donc si vous avez directement la réponse, vous pouvez le dire, vous marquerez plus de points. Et après, si au bout de quelques secondes, vous l'avez pas, je vous donnerai du coup les trois pistes. Ok. Alors, dans la bande à Sakuragi, qui aime les bananes? J'ai oublié son blaze. C'est le petit à lunettes là, non? Ouais. Mais j'ai oublié son nom. C'est celui à lunettes, ouais. Qui se porte bien. J'ai pas son nom aussi. Hein. Vas-y, déjà même le chef le sous-chef de Sakuragi, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est Takamiya, est-ce que c'est Okuzu ou Yohei? C'est Takamiya. C'est Takamiya, ouais. Où Rukawa rêve-t-il d'aller? Aux États-Unis. C'est de la vitesse, hein? Mais il va me bouffer, je pense. Quelles sont les couleurs du maillot de Shohoku? Rouge et blanc. Ce n'est pas la bonne réponse. Rouge et noir? Alors, j'ai des options. Rouge et noir, rouge et blanc, rouge et jaune. Ou alors ils en ont plusieurs. Plusieurs maillots? Ouais. Ah, ils ont plusieurs. Ils ont le rouge et blanc et le blanc et rouge, non? Bah oui, il doit avoir les maillots extérieurs aussi. Hisashi Mitsui contre Sano se dit lui-même être... Ouais, je vais vous donner les trucs puisque là c'est un peu compliqué. À bout de souffle, il peut plus rien faire. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il dit être une tête en l'air, une tête de mule, une tête de linotte ou une tête brûlée? Je
J'ai une tête brûlée. Je me lance aussi. Ouais. Kev. Tête de mule. C'était tête de mule. C'était l'un ou l'autre, je pense. Tout au long du manga, combien de fois Sakuragi a-t-il dunké sur la tête d'un joueur? 2. Putain, il est chaud. C'était 2 fois. Ah ouais, il est très chaud. Ensuite, quel est le poste principal de Akagi dans l'équipe de Shohoku? Pivot. Ouais, c'est plus serré que ce qu'on pense. Hein. Alors attention, c'est de la rapidité là. Comment est surnommé Akagi par ses coéquipiers? Le gorille. Il est chaud. Il est très chaud. Comment est surnommé... Ah non, ça je l'ai dit. Qui est le super rookie de la team? Le super rookie? C'est son surnom. De Shohoku? Miyagi? Ça doit être Rukawa. Ah bah oui. Ah ouais, il est Ah considéré oui, c'est comme vrai le qu'il super est- rookie depuis le début. Mais- Ouais. Ah oui, c'est vrai. Enfin, il est toujours nommé comme ça. Ouais. Alors, quel joueur de l'équipe de Ryonan est considéré comme le principal rival de Rukawa justement? Sendo. Je t'ai laissé gagner. Je me disais, c'est bizarre qu'il l'ait pas dit tout de suite. Quel est le surnom de Sakuragi? Le génie. C'est un autre surnom. Ah. Lui, il s'auto-surnomme. Il s'auto-surnomme le génie. Il s'auto-autoproclamé bonzrou. le... Ah, le bonzrou, il est chaud. Non? C'est un autre surnom, ça. C'était pas ça. Mais le bonzo, ça le C'est le sonne. bonzrou, ouais, c'est ça marche aussi. Le macaque là qui les surnomme comme ça. Ouais. Ouais. Alors, du coup, est-ce que c'est donc le génie? Non. Est-ce que c'est l'éclair rouge de Shohoku? Est-ce que c'est le faucon? Ou alors c'est le roi des rebonds? Le roi des rebonds. L'éclair rouge de chaud, quoi. Ouais, c'est moi qui l'ai rajouté, ça. Ça, stylé. Alors, attends, je regarde si... donc ça fait 3, 6, 9 pour Kevin, 12 pour Kev, 13 pour Kev, 3, 4, 5... Il va falloir que tu récupères 6, les 7, réponses que 8. tu as parce que... Bah en fait, c'est Kev qui a gagné. Ça y est, c'est fini. Ouais. Si vous voulez, j'ai encore quelques questions. Oh, bah après, si Kev gagne, c'est pas grave. Hein. Ouais, je vais pas pleurer. Non, mais sachant qu'en plus, tu m'as laissé clairement de Ok, alors attention, ça va être plus dur. Encore quelques questions? Allez, 5 questions? 5 questions, let's Vas-y, go. Allez. let's go. Très rapide. Quel numéro devait normalement porter Rukawa? Ah, Le Shohoku. 10. Excuse-moi. Excuse-moi la flèche. Ouais, Donc j'avais dit qu'il y avait 13, 11. Comme ça j'ai les comptes en même temps. Quel numéro devait porter Sakuragi? Le 9. Le 0. Ah non, le 16. Putain. Putain, c'est Et après, il nous dit, Après, ça le donne, c'est le fait en scotch dégueulasse. Ah oui, ça oui, le c'est donne vrai. rien. C'est vrai. Ok, il est chaud. mais il est juste trop fort. Combien y a-t-il de tomes dans l'édition initiale? 31. Je vais dire 35 de toute façon. Putain, du coup j'ai perdu le compte. Il y avait 13, 11, 13, 14. Là du coup t'as mis 17, 14. Ok, chaud. Dans quel collège jouait Rukawa? Voilà, c'est très chaud. Hein. Ah, ça c'est très très chaud. Je vous les donne. Je vous les donne les noms. Ouais, vas-y. Tomoeda, Tomigaoka, Wako ou Tokai. Tommy Gaoka, je Ouais, dirais. Tommy Gaoka, j'aurais dit aussi. Ça remonte. Combien de râteaux a-t-il Sakuragi a-t-il pris? 50. T1. 100 10, 20, 50 ou 100? 100. Moi j'aurais dit 50. C'était 50. 500, au collège, je suis parti. Ouais, au collège. Si, parce qu'au début, Oui, mais il c'est arrive, 50, il dit, c'est ouais, ton 50e, félicitations râteau, et tout, ouais, félicitations. Dans quelle classe est Rukawa? C'est une seconde, mais laquelle? Quelle classe de seconde il est? C'est des questions difficiles. Hein, j'ai pris. Est-ce que c'est la 3, la 10, la 7 ou la 5 La qu'il faut 7. mettre? La 5. C'était la 10. Ah, ça, c'était du pif. Dans quel match amical contre Ryonan, du coup, dans le match contre Ryonan, qui ouvre la marque? Rukawa Moi, j'aurais dit Sendo. Non, il arrive en retard, je crois, Sendo. Non? Ah, peut-être. Est-ce que c'est Kogure, Sakuragi, Rukawa ou Akagi? Akagi. Quelle paire de chaussures achète Sakuragi La après la Jordan 1. défaite? C'est laquelle? Noir et rouge de Jordan, la première paire. Alors, est-ce que c'est le modèle 5, le 1, le 6 ou le 4? La One, Jordan 1, j'ai dit. Ah bon? En fait, c'est la Air Jordan 1, mais du coup, il y a plusieurs modèles. Ah! 5, 1, 6 ou 4? Vous pouvez dire au pif. Hein. Bon, ouais, ça va être 6 pour 6, moi. ouais. Ouais. Qui avait raison. J'aime juste le numéro 6. Il les a payés combien? 3 francs. Ah, j'ai en yens. Bah 3 yens. Un bail comme ça, genre. Non?
Bah, t'es sur la piste, ouais. Ouais. C'est 30e. 30e. Donc je te le j'avais mets. dit, parce Ouais, que- franchement, elle est juste la réponse là. Et la dernière, quelle est la première victime... Alors, je sais pas si elle est juste cette question. Quelle est la première victime du vélo de Rukawa? C'est cher dur ça. Je vous donne les trucs. Vas-y. Est-ce que c'est Akagi? Est-ce que c'est un piéton lambda? Est-ce que c'est Sakuragi? Ou est-ce que c'est Aota? Le truc c'est que vu que t'es allé chercher Aota, alors soit t'es allé le chercher pour nous mettre en doute, mais je dirais un piéton lambda. Bah, Aota, du coup. C'était Aota. C'est Aota. Là, faut pas me demander. Aota. Du coup, il y avait... j'ai dit qu'il y avait 11-8 au début. Du coup, il y avait 11-14 pour Rob. Il y avait 14-14 pour en tout. 14-15, 14-16, 15-16. Aota c'est juste, je précise, Aota c'est le judoka qui C'est le capitaine du club de judo, ouais. qui veut ramener Sakuragi dans son club. Donc c'est très drôle. Exceptionnel que ça soit lui. Que ça soit lui. Et bah ça se finit en 1-16-20 pour Rob. Ouais, Si mon calcul est bon. C'est payé. J'aurais pas été fier de ma victoire si j'avais Et c'est grâce, techniquement c'est grâce au 30e. Ah ouais, En Il y même a, temps, il y a plus Ouais, 3 j'ai dit 3 francs. Ouais, 3 francs, ouais. 3 francs, ouais. Parce qu'à l'époque, ça devait même pas être traduit, toi. À l'époque, ils je avaient sais peut-être pas, mettre ouais. traduit en Dans francs notre dans la édition, je peut-être. crois que c'était en francs. l'édition c'est jaune, peut-être là. que dans notre édition. Jaune-orange. On regardera. chez Lucas. Ouais. Mais en tout cas, vous avez été très très chaud parce que en vrai, les questions, vous avez défoncé, quoi. Mais, Tout simplement. Ouais, le numéro 16, je sais pas pourquoi j'ai dit 9, parce qu'en fait, Rukawa passe au 9, je crois, du coup, c'est ça? Ou il Je passe sais au plus. 11. Ah non, il passe au 11 et ça décale d'un, ouais, c'est ça, lui il prend le 10. Et je me souviens parce qu'en fait, ils mettent du vieux taper dégueulasse sur le maillot d'un gars là qui se retrouve avec son numéro 16 parce qu'il n'avait rien demandé, le pauvre. Et voilà. Et ben en tout cas, ouais, pour un manga que vous avez lu il y a très longtemps, ben, Non, je l'ai relu. Ah, votre mémoire était pas mal, hein. 5 ans, mais. Ouais, moi ça fait plus longtemps que ça quand Il y même. a peut-être 4-5 ans, je l'ai J'ai hâte relu. de le relire déjà. et bah c'est nickel pour moi. Écoutez, c'était un super plaisir de vous réavoir ben, sur ce podcast. Ouais, franchement, c'était vraiment super cool. Ouais, Ça, Puis là, je le savais pas, mais ça m'avait un marqué. format plus court pour nous, donc on peut. C'est plus faire simple pour tout le c'est moins monde, ouais. fatigant, ouais, on peut le faire plus. Que je vous détruise régulièrement, pas entre pour la guillemets. semaine après. Mais ouais, donc bah écoute, on se tient au jeu. Hein. On pourra refaire ça avec plaisir. Avec grand Bah plaisir, ouais, on pourra je sais parler pas de- trop quand est-ce que sortira cet épisode. Est-ce que je le sors en août ou est-ce qu'il sortira plutôt vers la rentrée? Parce que bon, les gens en août ils sont en vacances donc ils ont autre chose à foutre que d'écouter des podcasts. Ouais, carrément. Ce sera peut-être plutôt à la rentrée, on verra. Bah, avec voilà. plaisir. Avec plaisir. Yes. Merci beaucoup Merci à vous. Puis Merci bah, Jay. à la prochaine. Hein. À bientôt. et à la prochaine.